Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'Institut français du Cambodge. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour une soirée sur la Biennale d'art contemporain de Phnom Penh, une biennale qui a été mise en place par entre autres, monsieur Eric Gonzalez, que nous accueillons ce soir. Bonsoir, monsieur Gonzalez. Un grand merci de votre venue. On va pouvoir échanger pendant un moment sur cette foire, pourquoi cette foire à Phnom Penh. Je dis peut-être un petit mot introductif. Donc, vous êtes commissaire d'exposition. Vous avez créé cette foire collectivement avec des collègues, des artistes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à l'Institut français, dans la médiathèque de l'Institut, où vous pouvez voir d'ailleurs derrière nous une œuvre produite par une artiste, une jeune artiste qui s'appelle Dagota Guizar, et qui est une artiste qui est à la fois présentée dans la biennale, enfin pas dans la biennale, pardon, dans la foire d'art contemporain, qui s'est tenue au printemps-été, voilà, dans des conditions particulières. Cette foire s'est tenue puisque dans la période de Covid, de crise sanitaire, avec une limite d'accès un peu complexe, mais vous avez tenu bon, vous avez réussi à maintenir et à réaliser cet événement. Donc, bravo encore, monsieur Gonzalez. Je remercie aussi, je profite de cette occasion pour remercier tous les artistes qui ont participé à ce biennale, les artistes, les organisateurs, les galeries, voilà, cette foire d'art contemporain. Donc, un petit mot sur l'Institut français actuellement, avant de vous présenter plus précisément. L'Institut français est ouvert avec des jauges réduites. Le restaurant est ouvert en extérieur, donc vous pouvez venir déjeuner à l'Institut français dans la limite des places disponibles. Et également, vous pouvez y découvrir une exposition qui s'intitule NAP MAP, une exposition liée à l'histoire du textile et de la création au Cambodge. Donc, les visites sont accessibles pour des groupes de 10 personnes maximum, sur réservation à partir du site de l'Institut français. Par ailleurs, nous avons également une offre importante d'ateliers à peu près pour tous les publics. Donc voilà, et une nouveauté à l'Institut français, c'est tous les samedis dorénavant, le yoga adulte et le yoga pour les enfants. Voilà, sur inscription, voilà, sur le site de l'Institut. Donc, peut-être par rapport à cette soirée, donc, on va échanger, vous allez présenter la biennale et puis on aura un échange de questions-réponses. Et le public peut tout à fait poser des questions sur le chat le long de nos échanges et nous prendrons un temps à la fin pour répondre aux éventuelles réponses, aux questions. Voilà. Donc, Eric Gonzalez, je vous présente. Vous êtes un artiste plutôt des arts visuels, d'origine franco-guatémaltèque. Vous avez débuté votre carrière dans votre pays natal et puis vous avez travaillé également en France. Et vous êtes installé ici au Cambodge depuis 2015. Oui, c'est ça. C'est ça. Où vous êtes également enseignant. Vous enseignez les arts plastiques. Oui. Donc, vous êtes un artiste interculturel, un artiste interdisciplinaire, je dirais. Vous créez des installations, des objets, des œuvres numériques, de la photographie, de la peinture. Donc, vous touchez à beaucoup de médias. Vous expérimentez beaucoup. On pourrait dire que c'est une forme de laboratoire de la création, votre œuvre également. Et vous portez des thématiques récurrentes. En tout cas, vous vous intéressez aux questions sociales, aux questions d'identité, aux questions liées à la mémoire, à la spiritualité. Voilà. Vous avez exposé précédemment à l'UNESCO à Paris. Vous avez également exposé, donc, bien sûr, au Guatemala dans le cadre de festivals sur la diversité culturelle. Vous avez exposé au Conseil de l'Europe, à la Biennale de la Paz de Huaño, c'est bien ça? Huaño.
Au Guatemala. Au Guatemala. Et puis, vous avez exposé dans de nombreuses galeries, en Espagne, au Cambodge, en Allemagne, en Norvège. Voilà. Alors, juste, je dirais, une petite citation de M. Laurent Bouisset, qui a écrit sur votre travail en 2018, que je trouve très fine. Donc, Éric Gonzalez montre sans prétention ce qu'il a sans doute découvert dans la sagesse en Asie, où il est venu questionner son tempérament latin. Il a tant voyagé qu'Éric réfléchit, pense, évolue, et il arrive à ne plus hurler face à l'horreur. L'horreur du monde, il arrive à se taire pour gifler l'horreur. Encore plus fort qu'avant, avec la grâce et la délicatesse des arts martiaux. Voilà, donc vous menez un travail spirituel engagé, et donc on aura l'occasion de découvrir votre travail, je pense, bientôt à nouveau à Phnom Penh. Donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est la foire d'art contemporain de Phnom Penh. Donc on va échanger ce soir de nombreuses questions. Hein. Une foire d'art contemporain, à quoi ça sert? Une foire d'art contemporain pour qui? Une foire d'art contemporain avec des artistes pour les soutenir, pour aider des artistes à émerger sur une scène, une foire d'art contemporain à l'international afin d'exporter les artistes et les œuvres, créer une économie, un tissu artistique et culturel au Cambodge. Voilà, de nombreuses questions, on en a beaucoup. Donc, je ne vais pas m'appesantir plus là-dessus. Donc, dans un premier temps, Éric, je vais vous demander peut-être de nous présenter la foire d'art contemporain. J'ai tendance à dire la biennale, excusez-moi, mais on fera d'ailleurs. Quelle est la différence entre une foire et une biennale? Donc, Éric, je vous cède la parole pour présenter cette foire. Comment elle s'est constituée, avec qui, comment, quels sont vos objectifs? Voilà. Ok, avant tout, merci beaucoup à l'Institut français et à M. Rodriguez pour cet espace qu'ils m'ont accordé pour expliquer, pour raconter plus ou moins comment et pourquoi on a créé Pen Art, la première foire d'art contemporain au Cambodge. Et avant tout, je devrais dire que c'est un événement qui a été créé, organisé et géré par des artistes, des acteurs culturels, locaux et internationaux, si vous voulez. Donc, il faut revenir 6 ans avant. Je suis arrivé au Cambodge en 2015. Et comme je pense que comme tous les nouveaux arrivants, j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace d'exposition pour les artistes. Il y en avait, certainement, il y avait des espaces. Parmi ceux que je retiens encore, il y avait évidemment le Java Café qui était un espace très important, la Roommate Gallery créée par Ponleo Selpak. Il y avait aussi Sasa Basak, la galerie Sasa Basak, qui était c'est un pilier de l'art, pour moi, l'art contemporain ici. Et évidemment, l'Institut français de Cambodge, les Meta House, les centres Bopana, et il y avait des expositions qui s'organisaient dans les hôtels. Certains hôtels privés organisaient des expositions. Donc, il y a eu quelques espaces. Les artistes, il y en a eu toujours. Et des espaces aussi. Mais ce que j'ai aperçu, c'était que ces espaces étaient dédiés surtout aux artistes qui avaient déjà un petit nom. Non, je veux dire. Pas des artistes consacrés, mais qui étaient déjà plus ou moins connus dans les cercles, dans les milieux artistiques au Cambodge. Et donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément des espaces pour les artistes émergents, pour ceux qui démarraient une carrière, pour ceux qui avaient une espèce de promesses d'artistes au futur, et dont l'idée m'est venue dès le début, dès la première année, de créer quelque chose. Mais je me suis rendu compte moi-même que c'était un peu prétentieux de venir, d'organiser sans connaître les pays, sans connaître l'histoire, hein, forcément l'histoire de l'art ici, ce qui s'était passé avant et après la période des années 70, avant et après les événements des 70. Donc, ces espaces, comme je dis, c'était plus ou moins réservé aux
artistes un peu consacrés, chose qui est légitime parce que chaque institution a ses critères des sélections d'artistes, ses critères d'exposition. Mais j'ai toujours gardé cette idée en tête. Un jour, je vais créer quelque chose. Et bien, pour passer à l'acte, pour passer, je veux dire, à concrétiser cette idée, il a fallu un déclencheur. Quelque chose qui m'a dit, oui, il faut le faire. Il y a tout un grand potentiel, il y a quelque chose à faire ici. Et je me suis décidé. Mais ça, c'est venu, disons, il y a 2 ans et demi, j'ai eu ce déclencheur. Et c'était la découverte de certains artistes. Des artistes qui m'ont bouleversé, qui m'ont fait penser et qui m'ont fait croire, surtout, qui m'ont confirmé qu'il y avait des grands artistes à un grand niveau. Je voudrais vous montrer juste quelques images de ces artistes. Dans les premiers c'était Sbai Salet, un artiste qui est un artiste visuel qui est connu à l'international et qui a été fondateur aussi de cette association Far con Leo Selpak avec Torbuta, je ne sais pas d'autres. C'est une personne qui a vécu aussi les événements 70, années 70, et qui est une personne importante pour moi dans les milieux de l'art. Et donc, vous voyez sur l'image, il a créé cette œuvre qui s'appelle Mon Boulet. Mon Boulet? Mon Boulet. Et c'est cette boule en métal, accrochée à cette espèce de chariot, qui a traîné des Siem Reap jusqu'à Phnom Penh. Donc, j'ai vu ça. De Siem Reap à Phnom Penh. Phnom Penh. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Mais c'est lourd, c'est sûrement lourd. La boule est énorme, la performance aussi, c'est quand j'ai vu l'ampleur de cette œuvre, de cette performance, je me suis dit, je suis en face d'un artiste de taille internationale, d'un niveau conceptuel énorme. Parce que si on se place dans les contextes de ces pays, l'histoire est lourde à porter, il est passé, un des choses qu'on peut voir. C'est la difficulté d'avancer, c'est le fardeau lourd qu'on a apporté. Le fardeau lourd apporté, c'est une très, très, très belle œuvre. Ouais, c'est une très belle œuvre et qui parle à tout le monde, je pense. Cette œuvre, pour moi, il pourrait être présenté n'importe où dans le monde. On va toujours trouver un écho. C'est à la fois une sculpture performance, en fait. C'est une sculpture à performer. Oui, et c'est un exploit physique également, une relation du corps à la sculpture. Je vous laisse parler. Et non, parce qu'on continue avec la main. Donc, vous voyez, oui, comme vous dites, c'est une sculpture qui fait partie d'une performance. Elle n'existe pas toute seule. Oui. Et donc, quand j'ai vu cet artiste, j'étais, c'est incroyable. Donc, il était présent dans la Biennale? Non. C'est un des seuls qui n'était pas présent dans les Biennales. On n'a pas pu le contacter. Je crois qu'il participait à la Biennale de Bangkok à ce moment-là pour le contacter. Et puis, j'ai découvert aussi Bai Samnang, cet artiste de la performance aussi, très engagé dans la thématique liée à l'environnement, à la sous-exploitation des ressources naturelles, et à l'assèchement des lacs, à l'expropriation. Donc, disons que c'est un artiste assez engagé et d'une grande finesse, d'un grand esthétisme, si je peux dire ça. Et il fait une espèce de danse performatique, mais il ne le fait pas n'importe où. Les endroits sont choisis avec précision. Donc, des fois, il a fait des danses sur sur les tuyaux d'extraction d'eau pour assécher les lacs. Donc, l'espace est important dans la performance. L'espace, la présence de l'artiste, et voilà, la narration visuelle qui fait avec son corps. En tout cas, c'est un autre artiste qui m'a impressionné. Et on peut voir les autres. Il y a plusieurs photos. Voilà, comme vous voyez, toujours lié à la nature, à l'environnement. Je trouve ça d'une grande beauté. Est-ce que c'est une représentation du buffle, du minotaure? Et pardon, je vous ai coupé, allez-y. Et non, c'est juste, on peut revenir à l'image.
Voilà. Oui, c'est un buffle, je pense. Après, je ne connais pas tous les symbolismes des sonores, hein, mais comme je dis, c'est toujours lié à des questions d'environnement écologique. Voilà. Et puis, il y a cette artiste, Emily Sanford, qui travaille sur la résilience. Dans cette performance, elle a fait tomber un pot et qui s'est cassé en deux morceaux. Après, elle a commencé à recoller les morceaux. Donc, c'est une belle image pour parler de cette reconstruction, pas seulement personnelle, j'imagine, donc qui est cambodgien, qui est khmer, mais aussi en tant que société. La société qui s'est reconstruite après les tristes événements des années 70. Ouais. Et puis, il y a un autre artiste, si on peut voir l'image suivante. Encore un autre. Voilà, il y a un jeune artiste qui s'appelle Saïd Maro, qui m'a impressionné aussi. J'ai vu une fois la première performance qu'il a fait à Sasa Project. Donc, il s'est mis dans un sac plastique avec un ton d'oxygène limité et avec un sac plastique qui était résistant. Donc, disons, la situation, elle m'a parlé par sa façon de nous parler de sa propre perception, son univers personnel, de son pays, de sa société. En tout cas, ces artistes, ont été les déclencheurs pour me dire ces pays ont un grand potentiel et beaucoup d'artistes de grande qualité. Et ça m'a donné l'idée de les mettre un jour tous ensemble. C'était un rêve. Me dire un jour, ça serait bien de montrer au grand public l'histoire de ces artistes. Et bon, au début, comme vous avez dit, l'idée c'était de faire une biennale, c'est pour ça que vous avez retenu cette image. On parlait d'une biennale, mais je pense que au Cambodge, tout change très vite. Et je voulais quelque chose qui ait une continuité. Et une biennale, c'est par nature un événement qui s'est fait tous les 2 ans. Donc, je me suis dit, en 2 ans, tout peut changer et les gens vont oublier. Il faut qu'il y ait une continuité. Donc, on ne pouvait pas l'appeler une biennale. Mais à la base, c'était ça, avec un jury, avec la participation des partenaires, des galéristes. Et voilà. Mais comme on voulait les faire tous les ans, on a décidé de l'appeler Foire d'art contemporain. Et voilà. Et puis, la question se pose, l'idée est là, mais comment les faire? Comment les faire exister? Et j'ai dû beaucoup travailler sur ça, disons, la question pratique, comment faire. J'ai commencé à écrire des lettres, je me suis dit dans ma tête, il faut commencer par avoir un lieu d'exposition qui intéresse aux artistes, intéressant pour les artistes, séduisant pour les artistes. Je pense au Musée national. Mais pour cela, j'avais besoin du ministère de la Culture et des Beaux-Arts. Je me suis adressé tout de suite à Madame la ministre pour voir la possibilité de soutenir notre événement. Et j'ai commencé à envoyer des lettres au ministère de la Culture et au Musée national. Et puis, il a fallu attendre 2 mois au moins. Un jour, je reçois la bonne nouvelle, on soutient votre projet, et je vais envoyer une lettre au Musée national qui donne tout le support nécessaire. Et là, j'étais super content. On avait déjà la première chose, l'espace, et le soutien du ministère de la Culture. Avec ça, je me suis dit, on peut séduire les artistes invités d'honneur. Je dis, on a cet espace. Oui, parce que, excusez-moi, mais le lieu où il y avait la Biennale qui est immense, c'est la Factory à Phnom Penh. Ouais. Le nom, c'est la Factory. Oui, mais au début, l'idée, c'est d'avoir le musée national. Bien sûr, bien sûr. Justement, pour pouvoir avoir une carte de présentation vis-à-vis des artistes qu'on voulait inviter, comme invité d'honneur. Avant, le musée national est un lieu exceptionnel et montrer des œuvres dans ce musée, dans cet écrin, c'est fantastique. Hein. Oui, créer les dialogues entre les œuvres
antique et l'art contemporain. Pour moi, c'était un beau rêve. Donc, avec cette carte, on a invité les artistes. Enfin, j'ai fait une liste d'artistes et ils ont commencé à donner des réponses positives. Donc, je me suis dit, il y a les lieux, il y a les soutiens du ministère, il faut créer une équipe. Et évidemment, une équipe compétente, des professionnels de l'art. Donc, j'ai commencé par contacter des personnes que je connaissais. Donc, un spécialiste de marketing, l'autre, un régisseur, un autre commissaire d'exposition, un consultant, un artiste cambodgien consultant, un représentant de la Royal University of Fine Arts, et, donc Mr. Soti Chim. Et voilà, une fois l'équipe créée, on a envoyé les invitations aux artistes invités. On a contacté 12 et 10 ont répondu et 9 ont dit oui. Il y a un seul qui ne voulait pas s'engager parce qu'il a dit avec la situation du Covid, je ne suis pas sûr de pouvoir. Mais 9 ont répondu de façon positive. Et ayant ces 3 éléments importants, on a contacté les potentiels membres du jury qui ont aussi accepté des personnalités connues dans les milieux de l'art comme Mr. Sophia Pic et Wood Lino qui est le directeur artistique de Sasa Project, et Metaman, qui c'est aussi mon commissaire d'exposition, et Mr. Chinsoti, représentant du ministère. Et voilà. Qui est un artiste. Qui est un artiste aussi. Ouais. Et il est à la tête des arts visuels à l'Université des Beaux-Arts. L'Université royale des Beaux-Arts oui, du Cambodge. Oui, c'est ça. Donc, on a bien choisi les jurys. Donc, 80% du jury, c'était des Khmer. Ce qui rassurait les artistes, parce qu'on a fait un appel à projet. Et les artistes, sachant que ce n'était pas les étrangers qui allaient choisir les artistes, ils sont sortis rassurés. Quand ils ont vu les artistes invités qui allaient participer, des grands noms, justement comme Sophia Pic, comme Sophia Tang, Chin Soti, plein d'autres, Ting Li. Mais dans cette biennale, il y a quelque chose qui est assez exemplaire. Je pense que c'est le nombre d'artistes et puis je crois que vous avez la parité, autant de femmes que d'hommes, non? Il me semble que j'avais vu les chiffres. Ouais. Combien d'artistes dans la biennale, dans la foire? J'y arriverai pas. On va finir par la transformer en biennale. Non, en fait, on a lancé un appel à projet et plus de 80 personnes ont répondu à cet appel. Les jurys ont fait un choix à l'aveugle. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas ni les genres, ni la nationalité, ni l'âge, ni le parcours de l'artiste. Ils ont vu juste l'œuvre et l'argumentaire de l'œuvre. Et par rapport à ça, ils ont choisi. Et les choses se sont faites toutes seules sans qu'on ne fasse pas que ce soit. C'était à l'aveugle. Et des choix des jurys, 60% des artistes étaient des Khmer et 50% de ces artistes Khmer, c'était des femmes. Et là, il y avait une diversité, donc, et surtout une diversité des techniques, de la photo, de la performance, de l'installation, des objets et de la peinture. Et voilà, ça c'est les résultats de tous ces travaux. D'accord, donc c'est la foire, alors, je ne sais pas, on ne va pas dire la foire zéro, c'est la première édition que vous avez mis en place ce printemps-été à Phnom Penh. Alors, les foires, peut-être il faut parler un petit peu des foires, c'est-à-dire qu'une foire internationale, elle est internationale, une foire, donc on a des grandes foires ici en Asie, comme à Bangkok, à Taïwan, à Singapour, à Hong Kong, à Shanghai. C'est des foires immenses, mais on a également en France, à Bâle, la foire internationale de Bâle sur l'art contemporain, qui est une foire immense, avec j'ai regardé, avec plus de 2500 artistes, 60 000 visiteurs. La FIAC, la Foire internationale d'art contemporain à Paris, qui est également un événement extrêmement moteur
pour les artistes et le marché de l'art. Hein, c'est vraiment des lieux où la création émergente peut apparaître et être défendue. On a également la foire d'Arco à Madrid, on a la foire à Bamako en Afrique, on a la foire de Bogota, la foire de Buenos Aires. En fait, il y a beaucoup de foires. Et donc, c'est assez étonnant lorsque vous m'avez dit que vous créiez une foire à Phnom Penh, parce que c'est vrai que dans un pays où il y a des artistes, et on a vu, vous avez montré des œuvres extrêmement créatives, il y a une part de créativité forte, il y a des artistes très intéressants à valoriser, à faire connaître. Et les foires, c'est international, donc c'est aussi des lieux où on va montrer, on va attirer également des professionnels de l'art, des directeurs de musées, des directeurs de centres d'art. Donc ça peut être, une foire, ça peut être vraiment un tremplin pour les artistes, et c'est un maillon extrêmement important, je pense, manquant ici à Phnom Penh. Donc, je vais vous poser une question, c'est d'abord, pourquoi cette foire-là contemporaine à Phnom Penh et quels sont les grands enjeux, si vous voulez, de cette foire pour vous ici? Quels sont les premiers grands enjeux? Parce qu'il y a beaucoup de foires très différentes. Et quels sont les enjeux ici à Phnom Penh? Bon, tout d'abord, je pense que l'idée de créer une foire, c'était, oui, c'est créer cette plateforme pour essayer de lancer, pas de lancer, je ne veux pas que ça soit prétentieux, mais on voulait créer cette plateforme pour donner de la visibilité aux artistes qui commencent. Déjà, les faire découvrir par les grands publics, les mettre en contact avec une autre génération. Par exemple, vous voyez, ces artistes qui sont des artistes invités, ils sont déjà un an, ils sont dans la scène internationale, et on voulait créer cette relation intergénérationnelle parce que je sais que la transmission d'entre générations est très importante, chose qui s'est coupée ici pendant les périodes de Khmer Rouge et tout ça. Il y a une coupure dans la transmission. Et on voulait relancer cette transmission. Et puis, un des objectifs, c'est de mettre les artistes en contact avec les collectionneurs, avec les galeristes, avec tous les autres acteurs de monde de l'art. Surtout, un objectif très important, peut-être les plus importants, c'est de créer la plateforme qui vient et de les mettre en contact avec les organisateurs des autres foires contemporaines de la région. Comme vous avez dit, de Bangkok et tout ça, notre idée, c'est de créer les catalogues qui est déjà fait, de partager ces catalogues avec eux et dire, voilà, il y a des artistes au Cambodge qui sont en train de faire ça. Donc, placer le Cambodge dans les milieux régionaux, disons, de l'Asie du Sud-Ouest au moins, dire, nous aussi, nous, on a une foire. Et tout est à créer, il y a des choses qui existent, il y a une structure pour le soutien des artistes, il y a des endroits où ils peuvent exposer, il y a des médias qui couvrent, il y a un petit groupe des collectionneurs, il y a des amateurs, mais oui, c'est pas facile de tout créer en même temps. Donc, il y a une marge de progression importante, en fait. Évidemment. Donc là, si vous voulez, une foire, alors, tout à l'heure, je parle de biennale, de foire. Une foire, peut-être qu'il faut dire aussi que c'est un lieu de la diversité, et ce n'est pas forcément une exposition avec un sens, c'est-à-dire que voilà, ça commence à A et on va finir avec un sens précis donné par un commissaire. Une foire, c'est un lieu aussi de la surprise. C'est-à-dire que vous passez dans un stand, vous avez une peinture, vous passez dans un autre stand, vous avez une installation, dans un autre, vous avez une photographie. Ce que moi, je trouve assez intéressant dans les foires souvent, c'est de se perdre. On se perd dans les foires d'art contemporain. Donc, je pense que l'interdisciplinarité, c'est aussi un point qui ressort peut-être de cette foire de Phnom Penh, parce que dans les œuvres que j'ai pu apercevoir, il y a beaucoup de médias. Ce qui est également très intéressant dans cette foire de Phnom Penh, c'est que vous avez travaillé avec des générations d'artistes
voilà, avec toutes les générations d'artistes. Et ça, c'est un très beau geste aussi. Je trouve que tous ces artistes soient solidaires les uns des autres. Voilà. Et donc peut-être, je vous poserai la question, pourquoi ce titre de foire Pen Art? C'est quoi Pen Art? En fait, c'est Arabe Phnom Penh. Mais il y a beaucoup de gens qui ne disent pas Phnom Penh, juste Pen. D'accord. Pen, ça veut dire Phnom Penh. Ce que j'ai entendu dire aux jeunes, nouvelle génération. Donc, on voulait quelque chose qui soit, comment dire, qui soit pas très sérieux comme nom. Donc, Pen Art, on a décidé ça avec les autres membres de l'équipe. Mais revenons à votre question, oui, le propre de l'art, c'est de surprendre. Et le propre des artistes, c'est de faire des choses intéressantes, différentes, originales. Et oui, donc, on était content de voir cette diversité des techniques, cette diversité aussi des thématiques qui ont été abordées dans cette fois. Hein. Oui, parce que finalement, il y a des thématiques qui ont émergé. Il y a, par rapport à combien d'artistes vous avez présenté à la foire, une centaine, non? Non. Et on était 44 artistes, hein, dont 37 Cambodge. Donc, vous avez des thématiques qui ont émergé liées à l'actualité ici au Cambodge? Forcément, oui. Il y avait beaucoup de... la revendication des droits des femmes, par exemple, la revendication de l'égalité des genres. Oui, exactement. Il y a aussi des sujets de l'économie, la pauvreté, la migration, et l'identité aussi a été touchée par certains artistes. Et donc, je trouve que... C'est pas vraiment une foire d'art conceptuel. Non, pas vraiment. Il y a des artistes qui sont plus conceptuels que d'autres, mais comme vous dites, une foire, ça représente aussi la diversité. Bien sûr. Et évidemment, moi, j'ai un petit penchant pour l'art conceptuel. J'aime bien les œuvres qui sont assez réflexives, mais c'est pas moi qui ai décidé. Il y avait un jury où tout le monde met son goût, ses critères de sélection, et c'est très bien parce que ça a donné cette diversité. Alors, il y a des foires qui ont des identités. Est-ce que il y a parfois qui sont underground, il y a les foires émergentes où c'est vraiment l'émergence, la créativité, l'innovation. Mais vous avez par exemple la foire Frieze à Londres qui est spécialisée vraiment dans l'art africain. Et d'ailleurs, l'art africain, le marché de l'art africain se fait plutôt en Europe, à Londres. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est aussi intéressant que des scènes émergent dans d'autres continents. Et c'est grâce à des foires. Aujourd'hui, sur la créativité et l'art contemporain africain, c'est vraiment, alors je ne veux pas dire à la mode, mais on le trouve partout. Et c'est grâce, je pense, à cette foire qui a valorisé tous ces artistes-là et fait connaître tous ces artistes-là à Londres. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à jouer avec l'Asie du Sud-Est et d'autres foires peut-être plus proches, je sais, en Asie. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, à niveau identité de notre événement, je pense qu'il y a un point important à remarquer, c'est que, comme je l'ai dit, c'est créé et géré par des artistes. Nous ne sommes pas des businessmen. On connaît la difficulté en tant qu'artiste de rentrer dans un événement et avoir un espace de discussion, voilà. Donc, on essaie de faire, de faciliter les choses pour les artistes, mais on est très exigeant à niveau de qualité. Après, ça peut être une identité, une foire d'artistes. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est intéressant, le concept est intéressant. Ce matin, je lisais qu'il y a la foire de photographie à Paris, où ils ont 143 galeries, dont 63% des galeries étrangères. Donc, c'est dans un moment de crise sanitaire, le marché de l'art et la situation des artistes est absolument délicate et très difficile.
Et c'est vrai que les foires peuvent être aussi un vecteur de relance d'un marché. Donc ça, je pense que c'est une belle idée d'avoir créé cette foire ici. Je vous poserai une question qui m'intrigue. Finalement, vous êtes guatémaltèque, franco-guatémaltèque. Finalement, je me pose la question à savoir si une foire, c'est pas une position ethnocentrée. Est-ce que c'est pas un peu ethnocentré comme position, puisque vous n'êtes pas cambodgien, mais bon, en même temps, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Il faut assumer ce que vous faites. J'ai assumé que oui, c'est une bonne partie de l'équipe organisateur était des étrangers. Mais j'assume que j'avais un point de vue sur ce que j'ai vu ici. Je voulais donner mon point de vue comme les autres font aussi. Il y en a qui viennent juste soutenir les artistes khmers et ils sont prêts à faire ça. On accepte que les artistes khmers, je ne sais pas. Je pense que nous, en tant qu'artistes, en tant qu'étrangers, nous avons un point de vue pas meilleur, mais différent, justement différent. Je veux dire, nous avons un autre point de vue externe qui peut être intéressant. Je me suis placé là en tant qu'artiste plutôt qu'en tant qu'un étranger. Un artiste qui voulait… transnational. Universel. Oui, je ne pense pas à ma nationalité. Je suis guatémaltèque et naturalisé français après, mais je suis à la base guatémaltèque, mais je n'y pense pas. Dans ma propre imaginaire, je ne pense pas à ma nationalité. Oui, mais en fait, c'est une fois que vous avez fait collectivement en équipe avec des artistes cambodgiens, mais pas que des artistes d'ailleurs, je pense. Et il y avait deux artistes dans l'équipe, deux artistes cambodgiens, un artiste portugais, Miguel Jardim, qui a été second commissaire, et les autres, c'était les Français. Donc, on était quatre personnes, quatre nationalités. D'accord. Donc, une foire, Eric, c'est un espace de créativité, c'est un espace économique également, c'est un espace pour soutenir des artistes, mais un marché de l'art, des galeries, la culture. Une foire, c'est aussi, ça peut être une source pour attirer du tourisme, par exemple. La créativité ou les œuvres qui sont créées aujourd'hui, les œuvres contemporaines, c'est peut-être le patrimoine de demain. C'est probablement le patrimoine de demain. Et donc, la carte internationale et du tourisme est importante également, je pense. Oui, évidemment, évidemment. Je me rappelle que lors d'une conversation précédente, vous-même, vous avez mentionné quelque chose de très important. C'est que l'art et la culture ne devraient pas être opposés au commerce. Parce que l'art rapporte aussi, l'art peut rapporter de l'argent. Pour qui? Pour les musées, pour les galeries, pour les intermédiaires, pour les producteurs des matériels artistiques, pour les artistes, pour les galeristes, et voire même pour les spéculateurs. Vous voyez, si quelqu'un achète des marchands d'art, ce qu'il achète pour vendre plus cher. Vous me faites penser à une situation que j'ai vécue d'un musée qui s'est créé en France, un musée très célèbre d'un peintre absolument très important, Pierre Soulages, qui est né dans la ville de Rodez, dans le département de l'Aveyron. C'est un monsieur qui a fêté ses 100 ans il y a une année peut-être déjà. Il est né en décembre, donc quasiment une année. Et donc, un musée monographique pour lui a été créé dans cette ville, qui est une petite ville, Rodez. Et en fait, ce musée, et ce que je veux dire, c'est que ces œuvres, c'est de l'art contemporain, de l'art d'aujourd'hui, ces œuvres ont un succès incroyable, il a une aura publique très forte. Donc c'est un musée qui fait plus de 200 000 visiteurs par an.
dans une petite ville, je ne sais pas si c'est 30 000 habitants, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu ce musée émerger, qui est vraiment un superbe outil. C'est une très belle collection avec de très belles expositions qu'ils font. Mais lorsqu'on est arrivé au tout début, je pense que les acteurs locaux n'ont pas forcément tous cru de suite à cela. Et finalement, lorsque ce musée a ouvert, alors si on voulait manger dans un restaurant, on ne trouvait pas un restaurant. Si on voulait trouver un hôtel pour dormir, c'était compliqué, il fallait aller à plusieurs kilomètres. Et donc, c'est intéressant de voir comment la culture ou l'art peut driver, amener du public et générer une économie locale à travers le tourisme, mais pas que le tourisme. L'économie, elle est plus large que cela. Et d'ailleurs, peut-être on pourrait peut-être parler d'une foire, parce qu'une foire, c'est un lieu commercial, c'est un lieu où on vend, où on achète, c'est un lieu de passion. Donc, alors certains pays, ce qui est intéressant dans l'histoire des foires, en Europe, vous aviez les salons, les académies, et au début du XXe siècle, New York, l'Armory Show est devenu une foire d'art contemporain importante où il y a eu beaucoup de discussions et de débats. Mais il faut savoir que les États-Unis avaient mis en place une fiscalité attrayante pour les acheteurs d'art, c'est-à-dire qu'ils payaient moins de taxes. Et du coup, la capitale mondiale de l'art avant-guerre était Paris. Et à partir du moment où les États-Unis ont favorisé de la défiscalisation, beaucoup de grands collectionneurs se sont installés ou ont développé les scènes artistiques à New York. Et on retrouve la même chose finalement en Suisse quand on parle de la foire de Bâle, qui est une des plus grosses économies. C'est également parce que on peut y arriver facilement en avion, c'est parce que il y a une défiscalisation et tout ça dynamise un marché de l'art. Alors en France, les questions de mécénat ont énormément évolué ces 20 dernières années avec de la défiscalisation. Et donc, ça génère aussi plus de collectionneurs. Voilà. Alors, les collectionneurs, il y a énormément d'échelles de collectionneurs. Hein. Il y a des amateurs et des collectionneurs plus professionnels. Alors, voilà, c'est comment cette foire de Phnom Penh se positionne sur tout ça. Comment vous pouvez financer cette foire de Phnom Penh? Je pense que ça ne va pas être simple. Comment créer ou générer, susciter l'envie d'acheter, l'envie de collectionner ici, créer la fièvre de la collection, vivre avec des œuvres à la maison, vous voyez? Ouais, je vois bien. Donc, oui, c'est vrai que là, oui, ça peut déclencher une économie différente locale ou développer un petit marché. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'enjeux et il y a beaucoup d'acteurs dans la société qui vont créer ces marchés-là, cette dynamique. Et je pense qu'à un moment donné, tous ces acteurs doivent avoir les mêmes objectifs, je veux dire. Et nous, on a été juste les organisateurs de cet événement et on l'a fait sans les soutiens financiers d'aucune institution. Donc, c'est nous qui avons tout payé. Et je peux vous dire, à niveau financier, on n'a rien gagné, mais c'est juste à ce niveau. Pour tout le reste, on est toujours gagnant. On est très contents, on l'a fait. Et je crois qu'on a fait notre part des choses. On devait créer un événement pour proposer un grand nombre d'artistes, tous sont méconnus du public, et présenter un produit de qualité et essayer de rapprocher les gens à l'événement artistique, faciliter la visite, créer des visites guidées, expliquer. Mais on a également poussé les artistes à faire des argumentaires sur leurs œuvres. Disons, explique-nous. Ça facilitera la perception du public, la perception de l'œuvre du public.
C'est-à-dire, quand on a une petite explication, un mot de l'artiste, les gens sont plus contents parce qu'ils ont compris, ils comprennent le message. Donc, on a tout fait en tant qu'organisateur, mais les petits déclics qui font que les gens passent à l'acte, à l'achat, ça vient pas de nous. On a tout fait, on a fait ce qui était entre nos mains. Puis, présenter un produit de qualité, diffuser l'information, faciliter la compréhension de l'œuvre, la perception de l'œuvre. Mais puis, ces petits déclics, c'est pas entre nos mains. Comment faire qu'un collectionneur ou qu'une personne achète? Ça vient d'une éducation, je pense, d'une sensibilité. Et la sensibilité vient avec l'éducation aussi, je pense. Avoir accès à l'éducation, avoir l'opportunité de participer à des expositions, à des conférences, à des projections. Il y a tellement de chemins pour arriver à la sensibilité, mais c'est un chemin personnel. Nous, on fait ce qu'on peut. On présente un bon produit selon notre vision des choses, mais on ne peut pas pousser les gens à acheter. Oui, parce que du coup, un marché de l'art, ça veut dire qu'il y a un artiste qui crée, qui va produire une œuvre de l'esprit. Ensuite, cet artiste, il y a des marchands d'art, et là, il y a toute une stratification de marchands, c'est-à-dire qu'on peut vendre des œuvres. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une œuvre à 50 $, je dis, et à plusieurs millions d'euros. Donc, il y a des strates, il y a des gens plus ou moins fortunés dans la vie, et aussi, ils peuvent acheter ou pas acheter. Mais on peut faire des collections avec très peu d'argent, je pense aussi. Et donc, des marchands d'art, mais il faut également des critiques d'art, des gens pour écrire, pour partager, il faut de la communication, il faut faire connaître ces œuvres. Et les foires sont vraiment une plateforme justement de communication, de vente. Alors, je crois qu'il n'y a pas de salle de vente, par exemple, au Cambodge, je ne crois pas, à ma connaissance, de vente aux enchères, de salle de vente, parce que ça, c'est aussi un élément moteur dans la stratification si vous voulez, d'un maillage professionnel entre l'artiste, le marchand, les foires, les salles de vente où on revend. Donc, ça crée un marché, une dynamique. Voilà. C'est de l'économie, mais c'est important. C'est important que les artistes puissent vivre de leurs œuvres. Et voilà, donc je trouve que votre position est d'affirmer que vous faites une foire. Je trouve que c'est très juste et que c'est très nécessaire ici au Cambodge. Voilà, et donc, générer peut-être des passions, générer. Donc, l'artiste, il est dans son travail, dans sa motivation, il développe quelque chose de très intime, de très personnel, qu'il doit partager sur l'espace public, hein, puisque c'est un espace public. Et donc, une foire, c'est aussi un endroit où on rencontre les artistes, vous disiez, je trouve que c'est très juste. On ne les rencontre pas forcément toujours. Et donc, pouvoir, au détour de l'exposition, de la foire d'un stand, de rencontrer un artiste, pouvoir travailler, discuter avec lui, c'est aussi désacraliser cette relation et puis avoir des éléments de compréhension, des éléments de sensation, de sentiment, d'une œuvre d'art, d'émotion. Je crois que ça, c'est important. Ouais, c'est super important, comme vous l'avez dit. Les collectionneurs, pour commencer, j'ai l'impression qu'ils sont tous plus ou moins en même logique. Vous voyez, ils cherchent l'original, ils cherchent l'objet qui est différent, qui est sincère, voilà. Et je pense que le mot-clé, c'est la séduction. Vous voyez, il faut savoir séduire ces collectionneurs. Et comment, je pense qu'un objet d'art peut séduire, peut créer ce désir. Créer la passion. Créer la passion, voilà, par ses qualités. Parce que vous avez les deux, vous avez ceux qui créent la passion, qui sont passionnés par les objets. Ils achètent, et puis vous avez d'autres où c'est juste un investissement financier. Ils vont acheter ça parce que ça va leur rapporter
Oui, je pense un bénéfice. Parfois, vous avez les deux. Vous en avez qui sont à la fois passionnés et à la fois qui jouent et gagnent. Je pense qu'on s'adresse plutôt au premier, ceux qui sont séduits par l'objet. Comme je dis, un objet qui est unique, différent, sincère, je pense qu'il peut susciter ces désirs de la part des collectionneurs. Parce que l'objet d'art, il est très puissant. Je veux dire, si l'objet il est bien conçu, bien réalisé et surtout bien décodé par les spectateurs, par les collectionneurs, cet objet d'art peut se transformer vraiment en presque un objet fétiche. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça crée le désir de l'avoir. On ne sait pas pourquoi, parce que l'art, ce n'est pas quelque chose de logique. Est-ce que dans cette foire, vous avez découvert des nouveaux collectionneurs ou est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes Cambodgiens, je ne sais pas, qui ont accroché et qui ont envie d'acquérir des œuvres? Est-ce que vous avez eu ce ressenti ou pas encore? En même temps, la première édition est complexe dans cette situation de crise sanitaire. Je pense que c'est sûrement pas simple pour vous. Et non, figurez-vous que je vais être sincère, à ce point-là, je peux être bavard ici, comme c'est discuté, mais vraiment dans la foire, techniquement, quand j'étais là, c'était l'autre commissaire d'exposition, le 12e commissaire qui s'occupait d'avoir les contacts avec les gens, avec les acheteurs. Donc, lui, il m'avait dit, il y a des personnes qui sont venues, qui sont de l'ambassade ici, de l'ambassade là, le président d'une banque qui est venu pour voir s'il s'intéresse beaucoup à l'art. Oui, c'est bien. Et il y en a qui ont des goûts particuliers. Ils disent, est-ce que vous n'avez pas de street art? J'aime bien tout ce qui est plus moins graffiti ou art urbain. Oui, je veux dire, je ne sais pas pour quelle raison. C'est peut-être que je voulais un peu laisser les choses se dérouler toutes seules, que je ne me suis pas trop communiqué avec les potentiels acheteurs. Et puis, on était en partenariat avec FT Gallery. C'est eux qui ont géré les ventes. Donc, c'était le partenariat avec eux, c'était ça. Ils géraient les ventes et la facturation des œuvres. Donc, c'était souvent, il y a un potentiel acheteur, on disait, allez voir la personne qui s'en occupe à la FT Gallery. Donc, je n'ai pas eu vraiment de contact avec les potentiels acheteurs. Ce que j'ai vu, c'est un nouveau public très jeune, des jeunes Cambodgiens, disons, dans un profil plutôt étudiant, entre 18 et 25 ans, qui est très intéressant. C'est une nouvelle génération qui commence à déjà sensible à l'art. C'est super si vous avez touché des jeunes de ces générations-là et si vous suscitez de l'envie chez eux, vous voyez, à la prochaine foire, et si elle est annuelle, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez faire un public. Vous devriez arriver. En tout cas, on va attendre qu'ils grandissent. Alors, vous voyez, quand vous dites cette question du collectionneur, elle m'intéresse beaucoup parce que je travaille avec beaucoup de collectionneurs. Et il y a des collectionneurs qui vont acheter des œuvres et les accumuler. Et toute leur vie, vont acheter des œuvres. J'ai vu des collectionneurs qui achètent des œuvres et elles restent dans les galeries. Il y a des collectionneurs qui remplissent leur maison. C'est saturé d'œuvres d'art, etc. Mais ce qui est très intéressant à un moment donné, c'est que les collectionneurs doivent réfléchir à se dessaisir de leur collection parce qu'ils ont accumulé, mais comme tout le monde, on a une vie, elle est limitée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a acheté, accumulé voilà. Alors, certains donnent dans des musées, d'autres revendent. Mais la question de se dessaisir d'une collection, c'est très complexe et c'est déchirant. Moi, j'ai croisé des collectionneurs. Ils pleuraient pas, mais enfin, c'était complexe pour eux parce que quelque part, se dessaisir de leurs objets, ça les tuait quelque part. Donc, voilà, il y a la question d'acheter et après, il y a la question qui se pose plus tard dans le temps, c'est de se dessaisir, de dessaisir d'une collection. Je trouve ça assez intéressant. Oui, je ne suis pas dans la position d'un collectionneur. Moi-même, je ne le suis pas. Si, j'aime beaucoup l'art, j'ai des sorts en échange avec des amis artistes, mais je ne suis pas un grand collectionneur.
Mhm. Mais bon, je ne sais pas. Je ne pourrais pas. D'accord. Mais en tout cas, je pense qu'il faut créer dans votre foire, il faut créer la passion d'acquérir des œuvres d'art et de Ouais. soutenir une scène émergente, enfin une scène au Cambodge avec des artistes remarquables. Je crois qu'il y a également un point, vous avez un peu parlé, c'est finalement dans un tissu, on a parlé des artistes, etc., mais c'est également l'éducation artistique, l'éducation culturelle, Ouais. le désir intrinsèque d'art, vivre avec l'art. Et cette question de la formation au Cambodge, comment vous la percevez? Donc, il y a l'université royale des beaux-arts du Cambodge à Phnom Penh, on a une école d'art à, à Battambang phare. Oui, 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 oui. Cette question de l'éducation artistique, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre biennale? Bon, je pense que l'éducation artistique vient forcément de plusieurs points différents. L'institution en tant qu'école, vous voyez, et ça vient aussi de la famille, ça vient aussi des projets plus ou moins en dehors de tout circuit institutionnel des personnes. Mais je peux, par exemple, les institutions comme le Java Café ont facilité beaucoup, ou le Java Café ou les Sasa Project depuis longtemps. Ils sont créés plus ou moins cette facilité, la diffusion et l'accès à l'art. Mais il y a ici au Cambodge, les structures, et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. J'ai une petite liste de choses ici. Donc, vraiment, il faut reconnaître l'énorme travail qu'ils ont fait des institutions comme Léo Selpak. Ça fait plus de 25 ans qu'ils travaillent les soutiens et la promotion de l'art au Cambodge. Et puis, les fondateurs qui faisaient partie de notre foire d'art contemporain. Et vous voyez la qualité des artistes. Et, mais aussi les Java Café, je ne sais pas s'il s'est transformé, il a disparu. Il s'est transformé en autre chose. Je crois que maintenant c'est Java Project. Et, mais il y a aussi l'Université des Beaux-Arts de Phnom Penh, du Cambodge, et des institutions forcément comme l'Institut français, comme les Meta House, comme Asia Foundation. Il y a beaucoup d'universités privées aussi qui font de l'éducation artistique et des ONG comme Cambodian Living Arts, comme The Future Factory, des galeries privées comme Batia Sarem, Mirage Gallery, la Rosewood Gallery. Il y en a des nouvelles qui sont intéressantes aussi, comme celle qui vient de créer Yann Raxme, qui s'appelle, c'est le pack Trotchak. Il y a aussi Pipet Pi, Ezra Art, sont des nouvelles galeries et les espaces de formation artistique tels que la Factory de Phnom Penh, la FT Gallery, le Nowhere Space, évidemment, bien évidemment, les Sasa Project et le Centre Kupana. Donc, ça fait une belle liste, Julien. Et sachant, enfin, juste, je me permets de vous dire également, on en a parlé au début, mais à l'Institut français a été mis en place le studio Image qui est né finalement grâce au Festival Photo Phnom Penh, qui est une exposition annuelle et qui aura lieu au mois le 26 novembre prochain, j'espère en présentiel avec beaucoup de monde. Mais ce studio Image a été créé à l'occasion du festival pour former des jeunes, et pas que des jeunes, des gens à la photographie, des amateurs. Et finalement, ce studio qui existe depuis peut-être pas loin d'une dizaine d'années a vu émerger des artistes comme Matt Remissa, qui a eu un grand prix international, là, le Hayward Pictet. Et je crois que c'est important, cette question de l'éducation par rapport à une scène artistique, à valoriser, à soutenir, parce que c'est aussi encourager à la créativité, à la connaissance, voilà, à sensibiliser. Ouais. Donc sur l'éducation artistique, c'est un maillon fort du dispositif
Exactement. Et les structures est là. Il y a des écoles, il y a des lieux de formation, il y a plein de choses. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut unifier les efforts. Et un des objectifs de PNR, c'est d'amener tous ces gens, toutes ces différentes institutions vers un objectif commun, qui est la diffusion, le soutien de l'art au Cambodge. Je pense qu'on a tous le même objectif. Et là, vous aviez dans la foire, j'allais encore dire dans la foire, vous aviez des très jeunes artistes, des très très jeunes artistes. Ouais. Ça commençait à quel âge? Les premiers, c'était quelque chose de très intéressant, cette question. Et il y a un artiste qui a envoyé une photo. Il n'y avait que moi qui savais, parce que j'ai reçu son mail de présentation. Il m'a envoyé une photo de lui avec son âge. Il est très jeune. Mais je me suis dit, il a peut-être 18 ans, 19 ans, il est très jeune. Mais je n'ai rien dit au jury parce que c'était à l'aveugle. Donc, il a été choisi. Et puis, on allait travailler avec une galerie. Ils allaient donner le prix à l'artiste émergent de cette édition. Et cet artiste a été choisi. Et après, on a su que cet artiste, il avait 16 ans. Ah, super. Et oui, qu'il a grandi, qu'il est toujours dans son orphelinat, mais ça, on ne le savait pas. Et, il est où, pardon? Qu'il avait grandi dans son orphelinat. Ah, un orphelinat, d'accord. Une histoire très touchante, parce qu'il a choisi l'art comme un moyen d'expression et qui a été remarqué déjà par les jurys qu'il a choisis, parmi les artistes. Oui, parce que c'est vrai que finalement, l'art, il y a des écoles d'art, il y a 10 000 façons d'avancer, de créer, mais l'art a aussi un rôle qui peut être social, éducatif, bien sûr, mais on peut voir, et entre autres en Amérique latine, à quel point l'art peut aider les gens à sortir de situations de crise. Moi, j'ai visité, entre autres, en Colombie, à Medellín, des quartiers extrêmement durs où des jeunes enfants qui ont subi des atrocités, finalement, grâce à l'art et des personnes et des artistes et des travailleurs sociaux, les ont aidés à créer et certains deviennent des grands artistes et en même temps, ça les aide à survivre finalement. Ça les aide peut-être dans la résilience et dans la survie. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est intéressant d'ailleurs quand on regarde ici par rapport à l'ONG de Phare. Ouais. Ah oui, par exemple. C'est un travail énorme. Vous voyez, il y a beaucoup d'artistes de Battambang qui viennent de cette école. C'est plusieurs générations qui sont touchées et ça a créé un point stratégique de l'art. Je veux dire, ouais. Quand vous voyez les endroits où il y a de l'art qui se développe, c'est Phnom Penh, Siem Reap et Battambang. Oui, Battambang, c'est une référence. Hein. C'est une plateforme, en tout cas, qui produit des créateurs et dans des formes diverses, parce que, bien sûr, on connaît beaucoup. Quand on dit phare, souvent on dit le cirque, mais non, ce n'est pas que cela, c'est aussi les arts visuels, l'illustration, mais il y a beaucoup de créativité. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui arrivent de Battambang. Ouais. Oui. Bah oui, on a beaucoup d'artistes de Battambang qui ont participé. Un des artistes, deux artistes invités, c'était des Battambang. 3 artistes. Ah oui. Parmi les 9, il y avait 3 de Battambang. Vous voyez là. Ouais, la relation entre... Et les retours des artistes que vous avez eus sur l'expérience, ils sont contents, ils sont positifs, qu'est-ce qu'ils ont Ils sont contents. Comment ils l'ont vécu cette fois? Et je pense que au début, ils ne savaient pas qui on était, qu'est-ce qu'on cherchait, où on allait, parce qu'on ne nous connaissait pas en tant qu'organisateur. Et beaucoup d'artistes ne connaissaient pas tout simplement comme ça. Et puis, nous, on demandait, par exemple, 10% sur vente. Donc, c'est ce qui fait un peu bizarre, parce que les artistes ici sont habitués à 35-50%. Donc, ils se demandaient s'il y avait quelque chose derrière tout ça.
si on allait garder les droits des œuvres, je ne sais pas, il y a une petite méfiance, j'ai eu l'impression. Et je l'ai constaté parce qu'il y a des artistes que je connais et qui n'ont pas participé parce qu'ils se sont dit, c'est pas ce qu'ils cherchent. Oui. Et c'est un artiste que je connais. Les artistes qui ont participé ont bien vécu ça, ils étaient contents, on a eu de bons retours, très contents, très enthousiastes de participer, ils préparent déjà l'année prochaine, comme nous aussi. Donc, cette question de l'éducation artistique, elle est donc importante. Sur les rôles, le rôle social, je crois que c'est aussi très important. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension importante sur laquelle il faut travailler. C'est la question de la critique, ce qu'on appelle la critique d'art, c'est-à-dire sur l'écriture, c'est-à-dire faire connaître l'art, ça passe aussi par des revues d'art, par des articles, par de la communication, et écrire sur les artistes, sur les œuvres, sur les artistes. Je crois que c'est très important aussi de générer ici au Cambodge la passion de l'écriture. Ouais. Alors, dans un institut français, c'est normal que je dise cela, c'est important d'avoir des textes critiques, théoriques, de la réflexion sur ce qu'on produit. Comment ça se passe ici par rapport à la foire? Est-ce que vous avez eu des textes? Est-ce que des personnes ont écrit? Où est-ce qu'on en est sur ce sujet de la critique? Je pense que, comme tout, hein, tout dépend, on dépend de plusieurs acteurs dans les milieux de l'art. Et ce n'est pas à nous de faire de la critique, ce n'est pas qu'on ait la responsabilité. Moi, personnellement, j'ai écrit des textes, des petits textes pour certains artistes de la foire. Et oui, il faut plus d'informations pour essayer de faire une interprétation de l'œuvre. Mais finalement, je pense que ce n'est pas à nous. Et la critique va se développer par rapport aux intérêts des autres acteurs du milieu de l'art, c'est-à-dire des médias, par exemple. La critique est intimement liée aux intérêts des médias. Mais Eric, vous avez quand même fait, il me semble, il y a une trace de cette biennale, je crois que vous avez fait un catalogue numérique, numérique visible ou en ligne. Comment on peut accéder à ce catalogue? Est-ce que la foire a encore un site ou oui. Une identité? Oui. Le site, c'est penartfair.com. Et là, le catalogue, il est en ligne, il est disponible pour tout le monde en format magazine ou en PDF avec bonne résolution. Donc, c'est gratuit. On pousse les gens plutôt à les diffuser, à les partager pour que ceux qui n'ont pas vu l'exposition aient la possibilité de voir les œuvres. C'est important de faire circuler ce catalogue, cette trace. On a fait exister et même à l'international, j'allais dire. Exactement, c'est le document qu'on compte échanger avec les autres organisateurs des biennales ou des foires d'art contemporain. Et alors, cette question de l'écriture, donc, est-ce qu'il y a des critiques cambodgiens qui écrivent en khmer sur l'art cambodgien? Est-ce qu'il y a des auteurs, des critiques d'art cambodgiens? Est-ce que vous en connaissez, ou est-ce que c'est des choses qu'il va falloir encourager? Non, si, il y a des journalistes qui participent, qui écrivent pas exactement des essais, mais ils s'écrivent sur les événements, ils font une petite description, des fois oui, des fois des petites critiques, mais c'est à développer aussi. Vous voyez, c'est un pays où la qualité artistique est là, où les artistes sont là, mais il faut créer toute structure tremplin qui va les lancer. Il y a plein de choses à créer. Nous, on a fait ce qui nous correspondait. C'était c'est déjà beaucoup. Merci. On a présenté ce qui rentrait dans nos critères de qualité. Et j'espère sincèrement qu'on a été juste. Et voilà, si on a fait. Et après, les autres
c'est eux de faire. Si ce n'est pas nous d'écrire. En tout cas, l'Institut français, on est heureux de vous accueillir et d'échanger là-dessus. C'est déjà aussi partager et communiquer sur ce qui a été produit dans cette foire et puis tous ces artistes à faire connaître, à faire découvrir. Ça, c'est un point fondamental. Et puis, on avait normalement, on était fermé au public, donc on avait prévu, Eric, de faire une soirée, je me souviens, une table ronde également avec des artistes femmes. Et puis, je crois présenter le collectif, un collectif de danseuses NCA qui a un travail remarquable ici, parce que c'est important de montrer aussi des formes d'art comme la danse, comme le geste, comme des formes contemporaines, immatérielles. Aujourd'hui, on crée pas forcément que sur de la toile et de la sculpture. Donc, les formes sont extrêmement variées. Peut-être vous pourriez nous dire un mot sur votre bilan, sur ce que vous retenez de cette foire. Et puis, quel avenir vous pensez pour la foire de Phnom Penh? Est-ce qu'il y a une prochaine édition bientôt? Quand? Voilà, comment vous voyez cela? Bon, le bilan est toujours positif. On était super contents, super étonnés de comment les choses se sont déroulées sans que nous, on essaie de manipuler ou de donner une direction. Et la diversité était là. Pas mal de secteurs étaient représentés. Les techniques étaient très diverses aussi. La thématique. Et on a eu de bons retours. Il y a des médias qui ont couvert l'événement. Et on a eu des ventes, pas énormes, mais on a eu des ventes. Et surtout, on a fait parler de ça. Vous voyez, un des objectifs, c'était d'intégrer l'idée de l'art dans notre vie quotidienne. Il faut que l'art, qu'on parle, il y a un événement, oui, il y a quelque chose à aller voir, on ne reste pas à la maison si on a la possibilité de sortir. Il y a entre autres, il y a les parcs pour aller, il y a les bateaux pour aller se promener, mais il y a aussi un événement artistique. Que ça fasse partie de l'imaginaire collectif. Et on a fait parler de cet événement beaucoup, à ce que je vois, à ce que les gens me disent, tous ces retours, ces feedbacks que j'ai eus, c'est positif, les artistes étaient contents, nous en tant qu'organisateurs aussi. Et en tant qu'équipe organisatrice, on a retenu, on a eu des leçons à garder, donc on a compris des choses, on a appris des choses sur le fonctionnement de ces pays qui nous faciliteront la prochaine édition. On sera plus performant, je pense, dans ce qui concerne le timing, la programmation, comment contacter les gens, comment s'adresser aux artistes, aux galeristes. On va, dans l'avenir, on compte intégrer vraiment beaucoup plus de galeries, comme on fait une vraie foire d'art contemporain. Vous voyez, chaque galerie participe avec ses artistes, des artistes. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de faire venir des galeries également étrangères. Bien sûr, des galeries du Cambodge, mais peut-être des galeries étrangères. Oui. Donc vraiment, on va essayer d'intégrer beaucoup plus de monde, d'intégrer plus de Khmer dans notre équipe, parce qu'ils connaissent mieux la culture et on a plein de choses à apprendre. C'est un échange. Vous voyez, donc intégrer plus de Khmer dans notre équipe, intégrer plus de galeries, engager plus des institutions. Et voilà, on est positif, on est content, on est enthousiaste pour organiser. Normalement, on verra au mois de juin. Ça, c'est juin 2022. Mais oui, c'est ça, ouais. Donc, l'appel à projet commencera plus ou moins en février-mars. Et toujours dans les lieux où vous étiez cette année, Factory, Musée National? L'idée, c'est d'élargir les lieux d'exposition, de faire des partenariats avec des galeries qui feront partie de l'exposition, pas forcément de leurs artistes, parce que l'idée, c'est de faire tourner les artistes dans ces espaces où ils ne sont pas exposés d'habitude. Et voilà, faire participer plein d'endroits comme ça, créer des parcours. Super, une foire qui se développe au Cambodge, qui va se développer encore plus fort.
Peut-être, si vous voulez, Eric, un mot de la fin, puis après je une conclusion. Donc, tout d'abord, merci encore à vous personnellement et à l'Institut français pour ces espaces de dialogue. C'est très important, très la diffusion de cette information. Ça nous permet vraiment de partager avec les amateurs d'art. Avec les artistes et les donner envie de participer d'une façon ou d'autre, les publics de participer. Avec leur présence dans nos lieux d'exposition, aux nouveaux artistes de participer en voyant des projets. Et voilà, merci beaucoup pour tout ça. Et merci aux artistes qui nous ont fait confiance, qui nous ont envoyé des projets. Et surtout, merci à tous ces publics, tous ces gens qui sont venus, qui nous ont fait des commentaires, des retours et des critiques. Tout est bienvenu pour que la 12e édition soit meilleure. Superbe, merci Eric, parce que moi je trouve que c'est absolument pertinent et intéressant cette démarche que vous avez faite, et c'est très courageux parce que porter un tel événement, je pense que c'est quelque chose de très complexe. Donc franchement, je vous félicite et je vous encourage à poursuivre, et sachez que l'Institut français est à vos côtés, et on sera heureux de s'associer à vous pour la suite. Donc bien sûr, je remercie les artistes, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je voudrais dire qu'on a mis en place à l'Institut français une opération qui va débuter en France, alors, qui s'appelle la Biennale d'art nomade. C'est une biennale qui se déplace, comme son nom l'indique, et qui va se tenir en France au mois d'octobre prochain. Donc, je suis commissaire de cette Biennale d'art contemporain, où je présente plus d'une trentaine d'artistes cambodgiens, interdisciplinaires, c'est-à-dire des artistes des arts visuels, la scène cinématographique est fantastique au Cambodge, de la mode, de la danse, etc. Et donc, c'est un dispositif de camions exposition qui vont circuler en France, de Paris, d'un lieu qui s'appelle le 104, qu'on appelle un tiers-lieu, un lieu très vivant. Et donc, cette biennale va se déplacer à Limoges, ensuite elle ira à Bordeaux, à la Mecca. La Mecca, c'est un lieu qui rassemble le Front régional d'art contemporain de la région Nouvelle-Aquitaine et l'ALCA, qui est un lieu pour le cinéma dans la région Aquitaine. Elle ira ensuite à Lectoure, où il y a le centre de la photographie de Lectoure, puis elle ira à Toulouse, au Pavillon Blanc et à la galerie du Château d'Eau, qui est dirigée d'ailleurs maintenant par un monsieur que vous connaissez bien, Christian Cojol, qui est le directeur du festival Photo Phnom Penh. Elle ira ensuite à Sète, au Centre régional d'art contemporain de Sète, puis elle ira à Arles, à Nice, à Marseille, à la Friche de la Belle de Mai. Et donc tout ça, ça va permettre de montrer, de valoriser toute cette scène artistique cambodgienne. Et j'espère qu'il y aura des articles de la presse et qu'on valorise tout cela. Donc, vous voyez, c'est une autre forme d'action, ce n'est pas une foire, mais voilà, donc l'Institut français développe ça. Et l'année suivante, en 2022, nous ferons la réciprocité ici au Cambodge, donc la biennale, non, si la biennale d'art nomade viendra au Cambodge, et on fera un parcours de Phnom Penh à Angkor, en passant par Battambang et Kep, avec je ne sais quel véhicule encore, mais pour montrer les artistes cambodgiens et français et toutes les complicités culturelles qui se créent dans l'art, puisque vous le disiez très justement,
c'est transnational, c'est universel. Voilà, donc je vous remercie infiniment, Eric Gonzalez, et toutes vos équipes de la foire. Je remercie toutes les équipes de l'Institut français. On aura plaisir donc à vous retrouver lors de la prochaine foire à Phnom Penh. Et puis, je vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, pour d'autres conférences, les prochaines conférences qui vont traiter de la question du textile, de la formation dans les métiers du textile et l'avenir du textile au Cambodge. Donc, on réalisera une conférence le 28 septembre prochain en ligne. On préférait en présentiel, mais on pouvait faire les deux. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée. Portez-vous bien. À très bientôt à l'Institut français du Cambodge. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.